Mon père a renié ma sœur à l'époque où elle avait besoin de médicaments, mais maintenant, après des années à ne m'envoyer des cadeaux qu'à moi et à prétendre qu'elle n'existait pas, voilà qu'il essaie soudainement de renouer le contact avec nous deux. Je m'excuse d'avance pour la longueur excessive de ce texte, mais cela fait des années que je porte tout ça en moi, et honnêtement, aujourd'hui je suis vraiment à bout. J'ai essayé d'en parler avec des amis, mais personne ne semble vraiment comprendre toute la complexité de cette situation. Mon thérapeute m'a conseillé d'écrire tout ce que je ressentais pour mieux gérer mes émotions, alors voilà, je me lance. J'ai 18 ans, je suis une fille, et ma sœur a 22 ans, nous habitons toutes les deux encore avec notre mère, qui vient d'avoir 50 ans. Pour ma part, je vais bientôt entamer ma dernière année de lycée, et ma sœur travaille déjà à temps plein dans une compagnie d'assurance. Elle y est depuis environ 1 an et demi et semble s'y plaire suffisamment. En ce moment, elle cherche un appartement, espérant pouvoir emménager seule avant la fin de l'année, mais comme le marché locatif est particulièrement fou en ce moment, rien n'est vraiment certain. Mes parents se sont séparés lorsque j'étais toute petite, vers 4 ou 5 ans, à tel point que je ne garde pratiquement aucun souvenir précis d'eux ensemble, à part quelques brèves images, ici et là, de nous tous réunis dans une même maison. D'après ma mère, le divorce a été extrêmement compliqué, car mon père mentait constamment sur absolument tout, où il allait, ce qu'il faisait de son argent, avec qui il discutait. À un moment donné, elle a fini par le mettre dehors, même si, à cette époque-là, elle était mère au foyer et n'avait aucun revenu. Avec du recul, c'était très courageux de sa part, mais ça devait aussi être terrifiant à vivre sur le moment. Elle a traversé une période très difficile, mais a finalement trouvé un emploi comme assistante administrative et a progressivement évolué professionnellement. Aujourd'hui, elle s'en sort plutôt bien, même si nous restons définitivement dans une catégorie de revenus modestes. Nous n'avons jamais souffert de la faim ou quoi que ce soit de ce genre, mais il y a eu de nombreuses périodes où l'argent était vraiment juste. Ma mère n'a jamais vraiment précisé les raisons exactes des mensonges de mon père, elle disait juste que c'était à propos de tout, et je n'ai jamais trop insisté sur ces détails parce que je voyais bien que cela lui faisait du mal. Parfois, quand j'étais petite et que je lui posais des questions, je voyais apparaître sur son visage cette expression douloureuse, comme si elle revivait quelque chose d'horrible, alors j'ai vite appris à ne plus demander. Après leur séparation, mes parents ont eu une garde alternée pendant environ 5 ans, une semaine chez maman, une semaine chez papa, et ainsi de suite. C'était perturbant pour une enfant de devoir constamment basculer entre 2 maisons totalement différentes, avec des règles complètement opposées. Je me souviens que j'oubliais toujours quelque chose dont j'avais besoin chez l'autre parent, malgré les longues listes détaillées que ma mère préparait pour m'aider. Je laissais quand même systématiquement derrière moi mon ours en peluche préféré ou encore mon dossier scolaire avec mes devoirs. C'est à partir de là que tout s'est vraiment compliqué. Ma sœur et moi sommes totalement opposés sur quasiment tous les points. De mon côté, j'ai toujours réussi facilement à l'école, je suis dans des classes avancées sans même avoir à faire beaucoup d'efforts, simplement parce que je comprends très vite les choses. Ma sœur, elle, a rencontré des difficultés dès son tout premier jour de classe. Elle avait énormément de mal à rester assise, à se concentrer, et devenait rapidement perturbée et submergée par des choses simples, comme des bruits trop forts, des lumières trop vives, ou quand plusieurs personnes parlaient en même temps. Finalement, elle a été diagnostiquée autiste, atteinte de troubles de l'attention avec hyperactivité, et d'autres troubles dont je ne me rappelle plus exactement le nom, peut-être liés à l'anxiété. Pour elle, l'école est très vite devenue une véritable torture. Presque chaque jour, elle rentrait à la maison en pleurant, soit parce qu'elle ne comprenait pas les devoirs demandés, soit parce qu'elle s'était encore fait gronder pour manque d'attention. Ma mère a tout essayé pour l'aider, elle lui avait trouvé toutes sortes de thérapies, parfois jusqu'à 3 rendez-vous par semaine, mais rien ne semblait apporter une amélioration durable. Quand ma sœur avait environ 10 ans, ma mère voulait la mettre sous traitement médicamenteux, mais mon père s'y est catégoriquement opposé. Il répétait sans cesse qu'elle simulait tous ces troubles pour attirer l'attention, ce qui était complètement faux. Quiconque passait 5 minutes avec elle pouvait immédiatement constater qu'elle ne simulait absolument rien, mais mon père était persuadé qu'elle cherchait simplement à obtenir un traitement particulier ou des faveurs. Il disait souvent des choses horribles comme « elle dramatise, elle doit simplement faire plus d'efforts » ou encore « elle te manipule ». Même si à l'époque j'étais une enfant qui ne comprenait pas tout, j'avais déjà conscience que ce comportement était profondément injuste et blessant. Finalement, ils ont fini devant un tribunal à cause de cette histoire, et la bataille juridique pour la garde a duré 4 longues années, 4 années entières pendant lesquelles ma sœur a été privée de médicaments qui auraient réellement pu l'aider.
Mon père avait engagé un avocat très coûteux qui multipliait volontairement les retards en déposant sans arrêt de nouvelles requêtes. Ma mère a même dû s'endetter pour continuer à se battre juridiquement. J'étais assez jeune à ce moment-là, entre 6 et 10 ans environ, donc mes souvenirs ne sont pas toujours précis, mais je garde en mémoire l'atmosphère constamment tendue, et toutes ces disputes qui n'en finissaient jamais. Chez mon père, ma sœur faisait régulièrement des crises violentes, elle pouvait complètement se renfermer sur elle-même ou se mettre à pleurer de façon incontrôlable. À chaque fois, mon père se mettait en colère contre elle, et l'envoyait dans sa chambre pendant des heures. Pendant ce temps, j'étais juste une petite fille, essayant de ne jamais déranger personne, faisant tout mon possible pour être parfaite et silencieuse, de peur qu'on finisse aussi par me crier dessus. Très vite, je suis devenue une experte dans l'art de me faire discrète et d'éviter les problèmes à tout prix. Et puis, au milieu de tout ce chaos, quand j'avais 7 ans, mon père s'est marié avec ma belle-mère. Ils étaient sortis ensemble seulement 1 an avant leur mariage, donc à cette époque-là, je ne la connaissais pas vraiment très bien. Je ne vais pas dire grand-chose à propos d'elle, sauf qu'elle détestait ma sœur. Elle montrait ouvertement sa préférence pour moi, et elle était horrible avec ma sœur. Elle lançait toujours de petites remarques blessantes comme « Pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur ?» ou bien « Ta sœur ne me cause jamais ce genre de problème. » Mais j'étais une enfant, et je voulais absolument qu'une figure maternelle m'aime, alors j'ai fini par me rapprocher d'elle. Aujourd'hui, je me sens coupable à cause de ça, mais à l'époque, j'étais juste une petite fille désespérée qui cherchait l'approbation. Quand ma sœur avait 14 ans, donc j'en avais 10, ma mère a finalement gagné au tribunal, et ma sœur a pu commencer son traitement médicamenteux. Le changement a été assez spectaculaire. Bien sûr, ce n'était pas magique, tout n'était pas résolu instantanément, mais elle arrivait à mieux se concentrer, ses crises devenaient moins fréquentes, moins intenses, et elle a commencé à mieux réussir à l'école. Elle n'avait pas forcément d'excellentes notes, mais au moins elle réussissait à passer ses examens, et surtout, elle avait l'air plus heureuse. Devinez ce qui s'est passé ensuite, mon père l'a complètement rejetée. Il l'a tout simplement mise dehors de chez lui interdisant de revenir, disant qu'il ne voulait pas d'une fille transformée en zombie à cause des médicaments. Ma sœur a donc dû vivre à plein temps chez ma mère, et mon père ne payait la pension alimentaire que lorsque le tribunal l'y obligeait. Il a complètement ignoré ses anniversaires, Noël, tout. Il faisait comme si elle n'existait tout simplement plus. Je me souviens que ma sœur pleurait sans arrêt pendant des jours entiers, incapable de comprendre pourquoi son propre père avait cessé brutalement de l'aimer. Pendant ce temps-là, moi je continuais à vivre en garde alternée, à moitié chez lui et à moitié chez ma mère. Aujourd'hui, je n'en suis vraiment pas fière, mais à cette époque-là, je ne comprenais pas exactement ce qui se passait, j'étais juste une enfant qui voulait garder le lien avec ses 2 parents. Avec du recul, je réalise que j'aurais dû refuser d'aller chez lui après ce qu'il avait fait à ma sœur, mais à 10 ans, je n'avais pas cette lucidité ni ce courage. Cependant, après le départ définitif de ma sœur, ma belle-mère a commencé à me traiter différemment, elle aussi. Elle n'a jamais été aussi horrible avec moi qu'elle l'avait été avec ma sœur, mais elle s'est mise à critiquer absolument tout ce que je faisais. Par exemple, si j'oubliais une tasse dans l'évier, elle me faisait une leçon interminable pendant 20 minutes sur le sens des responsabilités. Ou alors, si j'obtenais un B+ au lieu d'un A, elle réagissait comme si j'étais en train d'échouer complètement à l'école. Mon père, lui, ne disait jamais rien lorsqu'elle me traitait ainsi. Il restait silencieux ou quittait simplement la pièce. Très vite, j'ai commencé à redouter mes séjours chez lui. Chaque dimanche, une boule au ventre apparaissait lorsque venait le moment de préparer mes affaires pour partir là-bas. En grandissant, j'ai espacé de plus en plus mes visites chez lui. Au début, c'était juste un week-end sur 2 au lieu d'une semaine complète, puis progressivement, ce ne furent plus que des visites occasionnelles, lorsque j'estimais que je devais faire un effort. Finalement, j'ai complètement cessé d'y aller et me suis contentée de lui envoyer parfois des SMS. Malgré ça, même quand je ne le voyais plus du tout en personne, il continuait à m'envoyer des cadeaux d'anniversaire et de Noël chaque année, généralement des cartes cadeaux ou de l'argent liquide, parfois même des vêtements ou des livres. Mais jamais rien pour ma sœur, même pas un foutu SMS. C'était comme si, pour lui, elle avait cessé définitivement d'exister. Je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait simplement effacer son enfant de cette façon, je ne le comprenais pas à l'époque, et aujourd'hui encore, ça me dépasse totalement. Durant toute cette période, ma sœur et moi avons eu une relation vraiment étrange. Elle m'en voulait de garder contact avec notre père, et honnêtement, je ne peux absolument pas lui reprocher ça. Parfois,
Elle faisait des remarques ironiques quand je recevais un cadeau de sa part ou quand je lui écrivais des messages. À d'autres moments, elle quittait simplement la pièce dès que son nom était évoqué. Une fois même, quand je suis rentrée de chez lui, elle a cessé de m'adresser la parole pendant 3 jours d'affilée. Je trouvais toutes sortes d'excuses pour justifier que c'était normal que mon père m'aime et la déteste, elle. Je me répétais qu'elle avait dû forcément faire quelque chose pour mériter ça, ce qui était totalement faux, ou alors que ce n'était pas ma faute, peut-être vrai, mais je contribuais quand même à son comportement en l'acceptant. Je me disais même que c'était bien qu'au moins l'une de nous deux garde un lien avec lui, n'importe quoi, je cherchais juste des excuses parce que j'étais égoïste et apeurée. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai finalement ouvert les yeux et réalisé à quel point cette situation était malsaine et toxique. Mon père avait complètement abandonné une de ses filles, tout en continuant à envoyer des cadeaux à l'autre. Quel genre de psychopathe fait une chose pareille ? C'était comme s'il m'utilisait pour blesser encore plus ma sœur, pour lui montrer qu'il était parfaitement capable d'être un bon père, juste pas avec elle. Alors j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter totalement de lui répondre. Je suis passée en « no contact » absolu avec lui. Malgré ça, il continuait de m'envoyer des messages occasionnels, demandant comment allait l'école, ou si j'avais bien reçu l'argent qu'il avait envoyé. Mais je ne répondais jamais. Même après avoir complètement coupé les ponts, il continuait à m'envoyer des cartes cadeaux de $50 à chaque Noël et anniversaire, alors que ma sœur ne recevait toujours rien. Comment pouvait-il ne pas comprendre ce qui n'allait pas là-dedans ? Pensait-il vraiment que j'allais finir par oublier ce qu'il avait fait et reprendre contact avec lui ? Au passage, je donnais toutes ces cartes cadeaux à ma sœur, parce que ça me semblait injuste de les garder. Après avoir coupé les ponts avec notre père, ma sœur et moi avons lentement commencé à reconstruire notre relation. Elle voyait enfin que je prenais position pour elle, et nous avons recommencé à passer plus de temps ensemble, à avoir de vraies conversations, et non plus seulement à coexister dans la même maison. Je lui ai même promis que si jamais notre père mourait et me laissait de l'argent, ce qui est probable vu qu'il est plutôt riche, je le partagerais équitablement avec elle, à 50-50. C'est juste, puisqu'elle aurait dû être dans son testament depuis le début. Toute cette histoire a profondément affecté l'estime que ma sœur a d'elle-même. Elle est toujours surprise quand quelqu'un l'apprécie ou veut passer du temps avec elle. Heureusement, elle est en thérapie depuis plusieurs années et va mieux aujourd'hui, même si je sais que certaines blessures ne guériront probablement jamais complètement. Et puis, tout s'est accéléré il y a quelques semaines. J'ai reçu soudainement un texto totalement inattendu de sa part, disant quelque chose comme « Je voulais juste te dire que je suis incroyablement fière de toi, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit pour l'école, fais-le-moi savoir. » C'était tellement surprenant, je n'avais répondu à aucun de ces messages depuis 3 ans, et voilà qu'il était incroyablement fier de moi. Mais fier de quoi, au juste ? Il ne savait même pas ce que je faisais, ni mes résultats scolaires, ni qui étaient mes amis, ni mes passe-temps, ni aucun détail de ma vie. C'était juste des paroles en l'air, une tentative évidente pour me pousser à lui répondre. J'en ai parlé à ma sœur en mentionnant que j'envisageais peut-être de lui répondre en lui demandant s'il était fier d'elle aussi. Elle m'a encouragée à le faire, alors je lui ai envoyé un message en lui demandant « Est-ce que tu es aussi incroyablement fier de ma sœur ?» Il m'a répondu « Je suis fier de vous deux. » J'ai continué « Est-ce que tu veux savoir ce qu'elle est devenue ?» Il a alors répondu « Je n'en ai vraiment aucune idée, donc je t'écoute volontiers si tu veux bien partager ça avec moi. » Ma sœur a alors pris mon téléphone et rédigé elle-même un très long message expliquant précisément tout ce qu'elle avait accompli. Elle lui a parlé de son travail, plutôt stressant mais qui payait correctement, du fait qu'elle avait acheté sa propre voiture avec son propre argent, et de sa relation stable avec son petit ami. Elle a aussi précisé qu'elle gérait désormais bien sa santé mentale, qu'elle avait des amis et des passe-temps. J'ai envoyé son message tel quel. Mon père a répondu « Tout ça me semble être de très bonnes raisons d'être encore plus fier d'elle. Merci de m'avoir raconté tout ça. » Quand j'ai montré sa réponse à ma sœur, elle a simplement levé les yeux au ciel en disant « Trop peu, trop tard. » Mais je pouvais quand même percevoir qu'une petite partie d'elle était touchée, comme s'il restait encore une minuscule parcelle d'elle-même espérant malgré tout recevoir l'approbation de notre père, même après tout ce qu'il avait fait. Environ une semaine plus tard, c'était le 22e anniversaire de ma sœur. Et devinez quoi ? Elle a réellement reçu une carte de sa part. Dans cette carte, il lui disait qu'il était fier d'elle, et il avait même ajouté son numéro de téléphone en lui disant de le contacter si jamais elle avait besoin de quoi que ce soit. Depuis cet événement, il ne m'a plus envoyé aucun texto.
Ma sœur ne l'a jamais contacté non plus. Elle est toujours furieuse contre lui pour l'avoir rejeté et m'avoir favorisé toutes ces années. Elle m'a montré la carte, puis l'a immédiatement jetée à la poubelle en disant qu'il aille se faire foutre, il ne peut pas juste revenir dans ma vie comme si rien ne s'était passé. J'ai discuté de tout ce drame avec une amie, et elle m'a dit que ça ressemblait beaucoup à une tentative désespérée de mon père pour renouer le contact avec moi. Il aurait enfin compris que, s'il voulait une relation avec moi, il devait aussi en avoir une avec ma sœur. Cette hypothèse me paraît logique, puisqu'il n'a jamais réussi à obtenir de réponse de ma part en 3 ans, il essaie désormais une approche différente. De son côté, ma mère se montre bizarrement insistante pour que je me réconcilie avec mon père. Elle répète constamment qu'il pourrait nous aider à payer mes études, et elle m'a même suggéré de lui demander de m'acheter une voiture, ce qui me paraît totalement dingue. Je n'ai plus échangé un seul mot avec lui depuis 3 ans, et elle voudrait que je lui réclame soudainement une voiture? Sérieusement? Je suppose qu'elle s'inquiète beaucoup de savoir comment nous allons financer mes études universitaires, et qu'elle considère mon père comme une solution potentielle. Mais honnêtement, l'idée de reprendre contact avec lui juste pour obtenir de l'argent me donne vraiment une impression très malsaine. Je me sens totalement perdue sur ce que je dois faire maintenant. Je ne sais même pas si je veux que mon père revienne dans ma vie après tout ce qui s'est passé. En tout cas, ma sœur ne veut clairement plus rien avoir à faire avec lui. Si je dois choisir entre les deux, je choisirai ma sœur sans hésiter une seconde, mais je ne suis pas certaine que tout doive forcément être aussi tranché. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu une situation similaire? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà dû gérer un parent qui favorisait ouvertement un enfant, puis essayait de se faire pardonner des années plus tard? Mise à jour numéro 1. Waouh, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce message ait autant de succès. Merci pour tous vos commentaires. Certains d'entre vous ont dit des choses très dures à propos de mon père, mais quelques personnes m'ont également conseillé d'essayer au moins d'écouter sa version de l'histoire. Alors, lorsqu'il m'a envoyé un nouveau message, cette fois-ci j'ai décidé de répondre. Mais avant de raconter cette conversation, je voudrais clarifier quelques points de mon message initial, parce que plusieurs personnes semblaient un peu confuses. Oui, je vis à temps plein chez ma mère maintenant, et non, je n'ai pas vu mon père en personne depuis environ 3 ans. Pour ceux qui s'interrogent au sujet de mes demi-frères et demi-sœurs, oui, mon père et ma belle-mère ont 2 enfants ensemble, âgés aujourd'hui d'environ 9 et 10 ans. Je crois que je ne les ai pas vus non plus depuis plusieurs années, ce qui me rend parfois triste, car eux n'ont absolument rien fait de mal. Autre chose, certaines personnes se demandaient à propos du petit ami de ma sœur, elle est en couple avec lui depuis 3 ans environ, c'est une relation sérieuse, et ma mère les soutient totalement. Notre père n'a jamais été au courant puisqu'à accent grave ce moment-là ma sœur avait déjà été exclue de sa vie. Je ne sais pas exactement comment il aurait réagi, mais vu ses antécédents, probablement pas très bien. Bref, voici comment s'est déroulée la conversation avec mon père. Lui, comment vas-tu? Moi, j'ai enfin terminé mes visites d'université, mes 2 choix préférés sont déjà faits. J'ai aussi décidé quel sera mon premier tatouage, et j'ai fini tous mes devoirs d'été. Est-ce que je peux te poser quelques questions? Lui, c'est super, bien sûr. Moi, pourquoi tu t'es battu si longtemps pour empêcher ma sœur d'obtenir les médicaments dont elle avait besoin, alors que quand c'était moi qui avais besoin de médicaments, tu n'as absolument pas protesté? Petite précision à ce sujet, quelques années après que ma sœur a commencé à prendre ses médicaments, j'ai traversé une période de grave dépression qui a nécessité que je prenne des médicaments à mon tour. Mon père n'avait alors absolument pas contesté cela, et aujourd'hui encore, je prends toujours des antidépresseurs. Je prends ces médicaments depuis l'âge de 13 ans environ, et ils m'ont vraiment beaucoup aidé. En fait, c'est moi-même qui ai demandé à mon père de m'y mettre directement, quand j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. Il m'a tout de suite amené voir un psychiatre. Alors pourquoi c'était acceptable pour moi, mais pas pour ma sœur? Papa, à l'époque, ta mère et moi voyions un thérapeute pour essayer de gérer notre coparentalité. Il était très réputé. Il avait souvent discuté avec ta sœur, et il était fermement convaincu qu'elle n'avait pas besoin de médicaments. Je n'ai fait que suivre ses recommandations. J'espère que ça a du sens pour toi. C'est un mensonge complet. Tous les spécialistes recommandaient que ma sœur prenne des médicaments. Elle suppliait littéralement pour en avoir, parce qu'elle savait qu'elle avait besoin d'aide. Ses professeurs avaient même rédigé des lettres expliquant qu'elle nécessitait un soutien supplémentaire, et la psychologue scolaire avait explicitement recommandé des médicaments. Devant le tribunal, mon père avait uniquement prétendu qu'elle inventait ces troubles pour attirer l'attention.
Je me souviens parfaitement qu'il répétait ces mêmes arguments à la maison, donc je sais très bien qu'il ment aujourd'hui. Moi, mais elle n'allait pas bien. Maman, ses professeurs et tout le monde voyaient clairement que la thérapie seule ne suffisait pas. 4 ans, c'est très long pour ne pas avoir cherché un second avis. Moi-même, je ne comprenais pas exactement tout ce qui se passait à l'époque, mais même moi, je voyais bien qu'elle avait besoin d'aide. Papa, en réalité, ce thérapeute était le 3e que nous consultions pendant ces 4 ans. J'essayais seulement d'écouter ce que les experts me disaient de faire. Moi, si c'est vrai, alors pourquoi elle allait tellement mieux dès qu'elle a enfin commencé à prendre des médicaments? Est-ce qu'à aucun moment, tu n'as envisagé la possibilité que tu avais tort, et que tu avais fait vivre un véritable enfer à ta propre fille sans aucune raison valable? Papa, je suis tout à fait conscient d'avoir commis beaucoup d'erreurs durant cette période. J'essayais simplement d'écouter ce que les professionnels en santé mentale me recommandaient de faire. Je n'étais pas qualifiée pour prendre ce genre de décision, eux l'étaient. Remarquez qu'il ne s'excuse jamais réellement. Il se contente simplement de dire « j'ai fait des erreurs » sans vraiment assumer la moindre responsabilité. Et il continue d'accuser ces mystérieux professionnels en santé mentale qui lui auraient prétendument déconseillé de donner des médicaments à ma sœur, alors que tout le monde recommandait exactement le contraire. Moi, même si je crois tout ça, pourquoi tu l'as mise dehors? Pourquoi moi j'ai eu le droit de rester chez toi? Tu ne lui envoyais même plus de cadeaux pour Noël ou son anniversaire, tu as clairement montré à tout le monde que j'étais ta préférée. Papa, je ne l'ai jamais mise dehors. J'ai simplement dit un jour qu'elle devrait peut-être retourner chez ta mère un peu plus tôt, et elle n'est jamais revenue. J'ai continué à lui envoyer des cadeaux de Noël et des cartes d'anniversaire chaque année depuis, même cette année. Elle n'a jamais encaissé aucun des chèques et ne m'a jamais recontacté. J'en ai conclu qu'elle ne voulait plus me parler. Encore un putain de mensonge. Il n'a jamais envoyé de carte ou de cadeau à ma sœur. Certaines personnes pourraient penser que ma mère les aurait interceptés, mais franchement, pourquoi aurait-elle fait ça pendant des années pour soudainement laisser passer cette seule carte récemment? Ça n'a aucun sens. De plus, ma mère ne nous a jamais empêchés d'avoir une relation avec notre père. Au contraire, elle nous a toujours encouragés à le faire, probablement même trop, vu la façon dont il s'est comporté avec nous. Moi, ce n'est pas du tout comme ça qu'elle raconte l'histoire, ni maman d'ailleurs. Et ce n'est certainement pas comme ça que moi je m'en souviens. Je devrais préciser ici que j'étais présente dans la maison lorsque mon père a mis ma sœur dehors, mais j'ai bloqué la plupart des souvenirs de cette journée. Il y a environ 2 ans, j'ai retrouvé quelques fragments de mémoire, mais ça reste extrêmement flou, au point que je ne suis même pas sûre si ces souvenirs sont réels ou inventés par mon cerveau. Il me semble vaguement me rappeler qu'il criait quelque chose comme « Va-t'en » et ne reviens pas tant que tu prends ces pilules, mais je confonds peut-être avec une autre dispute. En revanche, ma sœur, elle, se souvient parfaitement de ce jour-là, et elle n'a aucune raison de mentir. Selon elle, mon père lui aurait clairement dit de faire ses bagages et qu'elle n'était plus la bienvenue chez lui si elle continuait à s'empoisonner avec des médicaments. Elle pleurait, le suppliant de comprendre, et il répétait sans cesse qu'elle devait partir. Apparemment, ma belle-mère était là aussi, silencieuse, sans rien dire. Papa, eh bien, c'est comme ça que moi je me rappelle les choses. Je suis désolée si ça ne correspond pas à tes souvenirs. J'ai gardé toutes les preuves des cadeaux et des chèques envoyés, donc je suis sûre qu'ils existent. Bien sûr que oui, papa. Très pratique d'avoir soudainement des preuves que personne n'a jamais vues. Et puis, pourquoi n'a-t-il jamais cherché à savoir pourquoi elle n'encaissait jamais ses chèques? Si j'envoyais régulièrement de l'argent à quelqu'un qui ne s'en servait jamais, à un moment, je finirais quand même par me demander pourquoi. Moi, écoute, pour le meilleur ou pour le pire, tu restes mon père, mais sache que je choisirai toujours ma sœur avant tout. Quoi qu'il se soit passé exactement, je ne peux pas nier mon propre vécu, pas plus que je ne peux nier le sien. Ceci dit, je serais peut-être prête à essayer une thérapie familiale avec toi, si toi tu l'acceptes aussi. Papa, bien sûr, je suis complètement ouvert à ça. Moi, d'accord. Laisse-moi y réfléchir quelques jours, et je te tiendrai au courant. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Même si au fond j'adorerais avoir une vraie figure paternelle dans ma vie, je n'accepterai de faire une thérapie avec lui qu'à condition que ma sœur soit totalement d'accord. Je lui ai raconté dès le début le contenu de notre conversation, mais elle refuse d'en connaître les détails précis. Elle dit qu'elle s'en fiche complètement et qu'elle ne veut surtout pas entendre ses excuses.
Personnellement, je reste très sceptique, surtout sachant qu'il a déjà menti au moins 2 fois durant notre échange, mais une partie de moi pense que je devrais au moins essayer. Et puis honnêtement, s'il accepte d'aider financièrement pour mes études universitaires, je ne peux pas complètement ignorer ça. L'université coûte vraiment très cher, et même avec des bourses, nous n'avons absolument pas ce genre de moyens financiers. Je suis consciente que sans aide extérieure, je vais devoir contracter d'énormes prêts étudiants, mais en même temps, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrifier mon intégrité pour de l'argent? Ma mère pense que je réfléchis trop, elle me dit de simplement accepter ce qu'il pourrait offrir, mais pour moi, ce n'est pas aussi simple. Et puis, il y a une autre inquiétude, si je le laisse revenir dans ma vie, qu'est-ce qui garantit qu'il ne finira pas par me blesser aussi? Il a déjà prouvé qu'il était parfaitement capable d'abandonner son propre enfant sans aucun remords. Qu'est-ce qui l'empêcherait de me faire exactement la même chose, si jamais je le décevais d'une manière ou d'une autre? Enfin bref, merci d'avoir lu tout ce drame jusqu'ici. Je sais que ça fait beaucoup, mais si quelqu'un a un conseil à me donner pour la suite, je suis vraiment preneuse. Mise à jour numéro 2. Salut tout le monde. Ce sera probablement ma dernière mise à jour sur toute cette histoire. Le récit est devenu beaucoup trop long à résumer maintenant, et je n'ai pas envie de copier-coller l'ensemble, sinon ce message deviendrait interminable. Si vous souhaitez connaître tous les détails précédents, je vous invite à relire mes messages antérieurs. Je vais d'abord clarifier quelques points qui sont revenus dans les commentaires. Mon père verse toujours une pension alimentaire pour moi. Là où j'habite, les parents doivent payer une pension alimentaire jusqu'à ce que l'enfant termine le lycée, et comme je suis actuellement en dernière année, il continue à payer pour moi. Il avait également payé pour ma sœur jusqu'à la fin de sa scolarité, mais uniquement parce que le tribunal l'y obligeait. À plusieurs reprises, il a tenté d'y échapper en prétendant avoir des difficultés financières, tout en partant tranquillement en vacances en Europe ou en s'achetant une nouvelle voiture. Beaucoup de gens m'ont posé des questions sur ma belle-mère, donc voici quelques précisions. Elle et mon père se sont mariés quand j'avais 7 ans. Pendant les premières années, elle était horrible avec ma sœur, mais plutôt gentille avec moi. Elle nous comparait constamment, toujours au détriment de ma sœur. Si ma sœur obtenait un C à un contrôle, ma belle-mère lui demandait pourquoi elle ne pouvait pas avoir des bonnes notes comme moi. Si ma sœur avait une crise, elle lui disait des choses comme « Regarde comme ta sœur est calme, pourquoi tu ne peux pas te contrôler comme elle ?» C'était extrêmement inconfortable, et je détestais être utilisée comme une arme contre elle. Après que ma sœur a quitté la maison, ma belle-mère a commencé à me traiter mal moi aussi. Mon père et ma belle-mère ont 2 enfants ensemble, un garçon et une fille, âgés maintenant d'environ 10 et 9 ans. À leur côté, je me suis toujours sentie comme une citoyenne de seconde classe. La différence de traitement était flagrante. Ces 2-là ont absolument tout ce qu'ils veulent. Ils ont chacun reçu un compte Minecraft et leur propre iPad dès l'âge de 3 ans, ainsi que des Nintendo Switch et des ordinateurs personnels. À propos de la nourriture, c'est encore pire, je ne les ai littéralement jamais vus manger un seul légume. Ma belle-mère ne les a jamais obligés à essayer de nouvelles choses ou à manger sainement, ils mangent constamment du fast-food, presque chaque samedi matin chez McDonald's, et commandent plusieurs fois par semaine. Je me souviens même d'un jour où nous avions mangé 2 fois des nuggets, une fois d'un fast-food, puis une autre fois ce surgelé réchauffé au four. Pourtant, quand j'étais plus jeune, on me faisait tout un sermon si je ne finissais pas mes légumes. Autre chose, il fréquente une école privée très chic, qui coûte environ $5 000 par semestre, je crois. Ne me prenez pas au mot pour ce montant exact, mais c'est clairement très cher. Mon père poste sans arrêt sur Facebook pour parler de leur réussite scolaire et dire à quel point il est fier d'eux, tandis que ma sœur et moi avons passé toute notre vie dans des écoles publiques. Un jour, un enseignant de mon demi-frère a suggéré qu'il pourrait lui aussi avoir un tas. Devinez ce qui s'est passé, mes parents l'ont immédiatement fait tester, puis mis sous traitement médicamenteux. L'hypocrisie de cette situation est vraiment insupportable. C'est acceptable pour ces « vrais » enfants d'avoir besoin d'aide, mais pas pour ma sœur. Rien que d'y penser, ça me rend malade. Bon, passons maintenant à la vraie mise à jour. J'ai eu récemment une conversation intéressante avec ma mère. Je lui ai montré les textos que mon père m'avait envoyés, et elle a confirmé ce que je savais déjà plus ou moins, à savoir que ma sœur avait bel et bien été mise dehors par mon père. Mais honnêtement, je ne suis pas certaine non plus de pouvoir complètement faire confiance à ma mère sur ce sujet, elle n'est pas vraiment une source neutre quand il s'agit de mon père. Elle s'est d'ailleurs lancée dans une longue tirade sur la première fois où mon père lui avait menti lorsqu'ils étaient encore ensemble.
Apparemment, il lui avait raconté qu'il s'était blessé au genou en jouant au basket à l'université, mais ma grand-mère, sa propre mère à lui avait révélé par erreur qu'en réalité, il s'était blessé en tombant dans des escaliers, ivre à une fête. Ma mère a décrit comment ces petits et gros mensonges s'étaient accumulés au fil du temps, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et finisse par demander le divorce. Elle parlait d'un véritable cercle vicieux, elle lui demandait d'arrêter de mentir, il arrêtait pendant un moment, puis recommençait. Le plus étrange, c'est que j'ai remarqué que ma mère faisait quelque chose d'assez similaire avec mes propres limites personnelles. Par exemple, je déteste être touchée, ça me met extrêmement mal à l'aise. Je lui demande régulièrement d'arrêter de me toucher, elle s'arrête pendant quelques jours, puis elle recommence à me caresser les cheveux ou me toucher l'épaule comme avant. C'est vraiment très frustrant. Quand je lui fais remarquer ce schéma répétitif, elle se met immédiatement sur la défensive en disant que c'est différent, qu'elle est ma mère, et que c'est comme ça que les mères font. Peut-être que je surinterprète tout ça, mais parfois, ça me pousse à me demander si elle et mon père ne se ressemblent pas un peu plus qu'elle ne veut l'admettre. Il y a eu ensuite une période assez étrange pendant quelques jours après l'échange de textos avec mon père, où je n'ai reçu de nouvelles de personne. Mon père ne m'a plus écrit, ma sœur était très occupée par son travail, et ma mère faisait ses propres trucs de son côté. Ces derniers jours m'ont permis de vraiment réfléchir à ce que je veux, à ce que j'attends de tout ça. J'ai longuement pensé à ce que je cherche réellement dans une relation avec mon père, et j'en suis arrivée à 3 choses essentielles. Premièrement, une aide financière pour l'université. Je ne vais pas mentir sur ce point. J'aurai probablement droit à quelques bourses, mais même dans le meilleur des cas, ça coûtera au moins 10 000 $ par an. Et je n'ai tout simplement pas cet argent. On essaie d'économiser un peu chaque mois, mais c'est loin d'être suffisant. Une voiture, ce serait bien aussi, mais ce n'est pas indispensable pour le moment. Je peux utiliser celle de ma mère si besoin, et à l'université, je n'en aurai probablement pas besoin. Deuxièmement, la vérité sur ce qui s'est réellement passé avec ma sœur. Je veux savoir si elle a vraiment été forcée de quitter sa maison, et je veux aussi savoir si mes propres souvenirs fragmentés sont exacts. Peut-être que je ne saurai jamais avec certitude, mais la thérapie pourrait m'aider. Ça me rend folle d'avoir des souvenirs à moitié flous, auxquels je ne peux même pas faire entièrement confiance. Est-ce que j'ai inventé cette scène où je le vois crier à ma sœur de partir ? J'ai lu des choses sur les faux souvenirs, et maintenant je remets en question tout ce que je crois me rappeler de mon enfance. Troisièmement, un père. Aussi simple que ça puisse paraître. Je veux juste un parent qui me soutient, qui m'aime. Je pense qu'il doit y avoir un moyen d'avoir une relation à la fois avec mon père et avec ma sœur. Et si, au final, il s'avère qu'il est vraiment un manipulateur incapable de changer, alors je pourrai toujours couper les ponts à nouveau. Mais j'ai envie de lui donner une chance sincère. Donc, j'ai décidé d'essayer une thérapie familiale avec lui. Je veux faire ça avec ma propre thérapeute, celle que je vois depuis maintenant quelques années et qui connaît déjà tout ce drame. Elle est vraiment formidable, elle n'a pas peur de me remettre à ma place quand je me montre irréaliste, et elle est spécialisée dans le travail avec les ados et leurs parents. C'est donc le cadre parfait. Hier, j'ai envoyé un message à mon père pour lui demander s'il accepterait de consulter spécifiquement avec ma thérapeute, et il a accepté sans hésiter. C'est plutôt bon signe, je suppose. Notre première séance est prévue pour la semaine prochaine. J'ai une trouille bleue, mais en même temps, je ressens un certain soulagement à l'idée d'agir enfin, au lieu de continuer à rester bloqué dans l'indécision. Pour l'instant, je ne me sens pas prête à le voir en dehors du cadre thérapeutique, mais peut-être que ça changera avec le temps. Je ne pense pas que ma sœur aura un jour une relation avec lui, mais si elle veut un jour participer à la thérapie, elle sera toujours la bienvenue. Je ne la forcerai jamais à lui pardonner ni à jouer à la petite famille heureuse. Quand je lui ai parlé de ma décision, elle a simplement haussé les épaules et m'a dit « Fais ce que t'as besoin de faire, mais ne compte pas sur moi pour faire semblant. » Et je respecte ça. Certaines personnes m'ont conseillé de simplement passer à autre chose, de tourner la page, mais il y a trop de douleurs accumulées pour que je puisse faire ça de manière saine. C'est précisément pour ça que je veux commencer par la thérapie, pour essayer de digérer tout ça, et voir ensuite ce que je décide. Je sais que ma mère espère que ça mènera à ce que mon père paie mes études, mais j'essaie de ne pas trop y penser. Si j'y vais uniquement pour l'argent, ça ne fonctionnera pas. Il faut que j'essaie réellement de reconstruire une forme de relation, sinon ça ne sert à rien. Cela dit, je ne vais pas non plus faire semblant que l'aspect financier n'existe pas. Bien sûr qu'il entre en compte. Je ne suis pas idiote. Et puis,
il y a mes demi-frères et demi-sœurs à prendre en considération. Eux sont totalement innocents dans cette histoire. Une partie de moi aimerait bien avoir une relation avec eux aussi. Ils doivent être tellement confus. Ils étaient trop jeunes pour comprendre ce qui se passait quand j'ai arrêté de venir. Je me demande si mon père leur a dit la vérité, ou s'il a juste inventé une excuse quelconque. Merci à toutes les personnes qui ont commenté mes précédents messages. Vos points de vue différents m'ont vraiment aidé à clarifier ce que je voulais faire. J'espère que ce sera la dernière fois que vous entendrez parler de ce drame en particulier. En fait, il y a encore une chose que j'aimerais évoquer. Je me demande s'il faut que je parle de l'argent pour l'université à mon père maintenant, ou bien attendre la fin de mes études secondaires, quand il ne sera plus légalement obligé de verser la pension alimentaire. Je ne veux pas qu'il pense que je ne lui parle que pour l'argent, mais en même temps, je ne veux pas me retrouver piégée si la thérapie ne fonctionne pas. Est-ce que ce serait manipulateur de ne pas en parler franchement? Ou bien est-ce que ça deviendrait trop commercial, trop transactionnel, si je lui demande directement? Honnêtement, je ne sais pas quelle est la bonne manière de faire.